Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. L'inflation s'invite dans toutes les discussions. J'ai donc appelé à ce micro un expert du chiffre et de l'économie. William Nahum est expert comptable, commissaire aux comptes, ancien président de l'Ordre des experts comptables et expert judiciaire honoraire agréé par la Cour de cassation. Lui et son cabinet Nahum Expertise, sont une référence. William Nahum, bonjour. Bonjour. L'inflation est sur toutes les lèvres, j'ai presque envie de dire, dans presque toutes les discussions. Alors si vous le voulez bien, on va quand même reprendre les choses au début pour nos auditeurs, parce que j'aimerais savoir comment on définit l'inflation. Qu'est-ce que c'est que l'inflation ? C'est relativement simple en fait, on voit bien, c'est quand les prix augmentent et de façon durable, au-delà d'un certain taux. Oui. Jusqu'à ces dernières années, l'inflation était très basse, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, les prix augmentaient de 0,5, 1%, enfin des choses tout à fait absorbables par l'économie, par les ménages, par les gens et les salariés. Mais lorsque cette inflation atteint 2, 3, 4, 5%, on parle depuis quelques jours d'une inflation à venir de entre 7 et 10% en France, ce qui est tout à fait considérable. Ça nous ramène aux années 80 où on avait une inflation comparable, et par exemple au Brésil qui était toujours le pays qu'on regardait parce qu'il y avait une inflation de 200%, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre, le même produit valait 3 fois plus. Alors, inflation, il y a aussi un autre mot qui court comme ça un petit peu sur le net, c'est stagflation. Quelle est la différence entre inflation et stagflation ? En fait, il n'y a pas vraiment une différence. La stagflation, c'est le condensé de stagnation et d'inflation. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'inflation de 3, 4, 5, 10%, voire plus, et une stagnation économique. Parce qu'il peut y avoir de l'inflation et que l'économie se porte bien. Oui, ça c'est important de le souligner. Voilà, du coup, dans ce cas-là, quand l'économie se porte bien, elle se développe. Alors, il y a un problème technique d'équilibrer entre les revenus des salariés, des ménages, etc. et les dépenses, le pouvoir d'achat, en fait. On revient à cette notion. Et dans certains cas, là, l'économie, malheureusement, ne marche pas bien. Et du coup, c'est à la fois une stagnation, donc une dépression économique, et de l'inflation. Ça, c'est le schéma le moins sympathique. En ce moment, en France, l'inflation est avérée ? Ouais. Oui. La stagflation, on n'y est pas encore. Non, la stagflation, on n'y est pas encore. Parce que, justement, après la pandémie, depuis quelque temps, l'économie est repartie de façon inégale d'une période sur l'autre, enfin, de manière générale, par rapport à 2020-2021, évidemment, l'économie est repartie, l'embauche est repartie, donc le chômage ne s'est pas aggravé de loin, les entreprises, on l'a remarqué, ne font pas faillite, ne déposent pas le bilan, même s'il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés. Évidemment, le quoi qu'il en coûte des autorités depuis 2 ans a beaucoup insufflé d'argent dans l'économie, dans les entreprises qui se portent globalement pas trop mal, qui ont généralement de la trésorerie. Évidemment, il y a toujours des cas où ça n'est pas tout à fait le schéma. Voilà, donc la stagflation, c'est ça. C'est à la fois l'inflation et la dépression économique. Alors, on va revenir à l'inflation. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de hausse des prix. Vous avez même commencé à définir l'inflation par la hausse des prix. Quels sont, de façon plus précise, les effets de l'inflation ? Les effets de l'inflation, c'est que ça complique un peu tout, quoi. Ça complique à la fois le travail des autorités, de Bercy, on va dire, pour que ce soit clair. Ça complique la vie des salariés qui doivent courir, si j'ose dire, après la hausse des prix. On le voit bien déjà depuis quelques semaines. Les pâtes, l'essence, etc., etc. Beaucoup de produits, l'huile, qui manquent même parfois. Et donc, les salariés, ils veulent courir après le rattrapage pour retrouver du pouvoir d'achat. Quand vous perdez du fait de l'inflation 5 points ou 10 points de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les prix ayant augmenté, les 100 € dont vous disposez vous permettent d'acheter moins de choses. Du coup, vous allez réclamer légitimement d'être compensé. Donc voilà, tout ça crée quand même des problèmes, sans parler, on en dira un mot de l'immobilier tout à l'heure, mais il y a des tas de sujets. Et puis pour les entreprises elles-mêmes, c'est pas évident, parce qu'elles sont prises entre les achats qu'elles font qui ont augmenté, la capacité ou pas
qu'elles ont, les entreprises, de vendre plus cher, c'est pas toujours évident, et les réclamations des salariés qui disent « nous, on va être augmentés ». Voilà, ça crée une situation assez complexe, voire des tensions, bien sûr. Comment peut-on expliquer en période d'inflation la hausse des loyers et aussi le relèvement du coût du crédit ? La hausse des loyers, elle suit le mouvement général, c'est-à-dire que... le mouvement général de hausse des prix. Oui, parce que les loyers, c'est un locataire et un propriétaire. Et le propriétaire, avec le temps, il voit son revenu baisser dans la mesure où l'inflation fait que les 100 € de loyer qu'il perçoive lui permettent d'acheter moins de choses puisqu'il y a inflation et donc du coup, il va avoir tendance, tout ça c'est macroéconomique et tendanciel, il va avoir tendance plutôt à augmenter les loyers dès qu'il le peut, que la loi et les textes lui permettent. Du coup, les loyers augmentent et ça renchérit le coût effectivement du logement. Alors, on va parler investissement immobilier maintenant. Ouais. Quelles sont les conséquences de l'inflation sur les investissements immobiliers ? Ils sont tout à fait significatifs parce que déjà, il y a un problème de capacité d'investir pour les particuliers pour acheter un bien immobilier. Vous savez qu'il ne faut pas que le coût du crédit dépasse un certain taux de 30 et quelques %, etc. Si les prix augmentent, forcément, on a moins de surface disponible où il faut trouver une solution, d'une part. Et d'autre part, les taux d'intérêt pour l'emprunt augmentent. Vous voyez, aux États-Unis, par exemple, là, aujourd'hui, en janvier, les taux d'intérêt à 15 ans pour l'immobilier, c'était 2,3%, ce qui était déjà plus élevé qu'en France. Et aujourd'hui, c'est 4,4%. Vous voyez, c'est presque un doublement en quelques mois. Et la politique de la Fed, la Banque de France américaine, la fédération qui gère les finances et les trésoreries aux États-Unis, c'est d'augmenter les taux. Parce que pour maîtriser l'inflation, la Banque centrale doit avoir une certaine politique et une des politiques, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Parce que il faut maîtriser la demande. En fait, il y a un décalage lorsque la demande, c'est-à-dire que les ménages achètent, ou d'autres que les ménages, mais que la demande est forte et que l'offre baisse. On le voit aujourd'hui, il y a des produits dont on n'a plus la disponibilité, alors que la demande est toujours là. Tout le monde veut manger des pâtes, par exemple. Je prends un exemple symbolique. Et donc, lorsqu'il y a un décalage entre la demande et l'offre, c'est-à-dire que la demande est plus forte que l'offre, les prix augmentent. C'est mécanique, c'est historique, ça a toujours été comme ça. Donc, ce que font les gouvernements centraux, les gouverneurs des banques centrales, ils augmentent les taux d'intérêt pour que les entreprises maîtrisent mieux la demande, en tout cas baissent un petit peu la demande. Et là, il y a un jeu important aussi bien aux États-Unis qu'en France qu'ailleurs pour qu'on trouve le taux d'intérêt neutre, c'est-à-dire un taux d'intérêt commandé par la Banque centrale qui n'arrive pas à la stagflation, c'est-à-dire à une dépression économique, mais qui en même temps maîtrise, c'est-à-dire calme le chiffre d'affaires des entreprises. Disent aux entreprises, écoutez, on va vous prêter, mais c'est plus cher, donc vous allez réfléchir à 2 fois avant d'augmenter les prix, avant de... Voilà, donc il y a un équilibre à trouver, et c'est là où je dis c'est compliqué, parce que il y a des facteurs extrêmement complexes qui entrent en jeu. Est-ce que ce sera encore plus compliqué en France du fait de la pénurie des biens à vendre, par exemple ? Je parle ici de hausse du coût du crédit conjuguée à une pénurie de biens à vendre. À ce moment-là, que va-t-il se passer sur les prix de l'immobilier ? On va être pris en ciseaux sur 2 facteurs de hausse des prix. Il est clair depuis des dizaines et des dizaines d'années, la France a toujours dit il faut construire plus et tout. Bon, moi j'ai une idée personnelle que j'ai exprimée auprès de l'actuel président de la République il y a quelques années, quand il était ministre des Finances, qui est de faire une espèce de Haussmann, d'être un Haussmann, c'est-à-dire d'être extrêmement drastique par rapport aux mairies, par rapport aux communes, etc., qui souvent bloquent, par rapport aux réglementations, pour permettre d'exploiter la terre
le foncier, la terre de France pour construire. Alors, je vais pas détailler les mesures, mais il faut un plan à 10 ans certainement pour permettre de construire 50 ou 100% de logements en plus. Ça fera que les prix diminuent et on n'aura plus qu'à gérer les taux d'intérêt qui augmentent et l'inflation qui peut-être pourra être maîtrisée. Il y a un certain nombre de facteurs qui permettraient de maîtriser l'inflation si ça vous intéresse. Vous, ministre du Logement, peut-être ? Il y a un ensemble de facteurs. C'est-à-dire que pendant la crise sanitaire, les Français ont fait des économies. Oui. Parce que d'abord, l'État a injecté beaucoup d'argent dans l'économie et que les Français ont un budget loisirs et restaurants, etc., et loisirs de façon générale. Voilà. Et donc, les Français ont... Comparé aux Américains, par exemple, c'est important. Oui, c'est très important, en France comme partout. Et donc, on a épargné 180 milliards d'euros. Ce qui est énorme, c'est énorme. Donc déjà, faire en sorte que une maîtrise de l'augmentation des salaires, je ne dis pas qu'il faille bloquer les salaires, pas du tout. Je crois que c'est légitime de réclamer, de rattraper l'inflation, mais là, il y a un volant d'activité qui permet, un volant financier, d'économie qui permet aux ménages de dépenser une partie de ces 180 milliards. Et donc ça, c'est favorable à la maîtrise relative de l'inflation. Il y a ensuite, évidemment, par rapport aux consommations, tout ce dont on parle, qui est écologique, on va dire, économie d'énergie, utiliser un peu moins sa voiture, faire du télétravail, parce que justement, ça évite. Donc, toutes ces maîtrises de dépenses permettraient aussi, et donc il y a un ensemble de mesures qui permettraient aussi, voir avec les entreprises comment elles peuvent maîtriser la demande sans faire faillite et sans évidemment voir s'effondrer leur chiffre d'affaires. Donc il y a un ensemble de mesures, de mon très humble point de vue, qui permettraient peut-être de maîtriser l'inflation dans les mois, voire les toutes prochaines années, pour autant que tous les pays occidentaux à économie libre puissent le faire à peu près en même temps, parce que sinon ça sera difficile à maîtriser. Je vais terminer avec 2 questions. La première, c'est comment est-ce qu'on doit investir en période d'inflation ? Parce que hors micro, vous m'avez dit que en période d'inflation, il fallait être endetté. Alors moi, j'aimerais bien avoir quelques explications. Et puis la dernière question, ce sera de savoir combien de temps cette période inflationniste pourrait durer. D'accord. Alors investir, oui, ça vaut le coup. Comment est-ce qu'on investit ? Disons que être endetté à 1%, vous voyez, vous empruntez, 1 million d'euros, oui. C'est énorme, hein. Bon, moi, je prends un exemple comme ça. Oui. Ce crédit, si vous empruntez, par exemple, à 15 ans, dans 2 ans, si l'inflation persiste, par exemple, à 5, 6, 7, 8%, les revenus que vous aurez vont peu ou prou suivre, peut-être pas tout de suite, peut-être pas autant, mais enfin, ça va suivre. Et donc, du coup, l'intérêt que vous payez pour l'emprunt vont sembler ridicules, alors que vos revenus augmentent. Donc, si vous voulez, la mensualité que vous devez payer, elle va, au fur et à mesure, au bout de 2, 3, 4 ans, être une partie beaucoup plus modeste de vos propres revenus qu'au moment où vous avez emprunté. Donc, il est connu qu'en période d'inflation, si vous êtes emprunteur, au bout de quelques années, vous y gagnez. Oui, mais on emprunte quoi et pourquoi ? Pour acheter de l'immobilier, pour acheter une entreprise, pour acheter, etc. Parce qu'il y a un décalage entre le taux de l'inflation et peu ou prou le taux des revenus, l'augmentation des revenus, et le coût de l'emprunt. Donc, vous y gagnez. Voilà, c'est comme si on vous faisait un emprunt pas cher. D'ailleurs, en période d'inflation, dans 2 ans, si malheureusement ça persiste, vous verrez que les taux d'intérêt vont augmenter. Quand vous empruntez encore aujourd'hui, jusqu'à une période récente, à un taux 1% ou quelque chose comme ça, et dans 3 ans, ce sera 3, 4, 5%, on ne sait jamais, et on voit bien qu'on y gagne. Alors, dans quoi investir ? Oui, la pierre est évidemment toujours quelque chose d'important. Alors après, c'est pas n'importe quelle pierre. Si vous achetez dans un endroit isolé, alors que dans les triangles d'or ou dans des endroits qui ont une augmentation, voilà. Et c'est quand même temps, mais c'est un problème éternel, ça.
aucune idée. Ceux qui sont capables de dire combien de temps ça va durer, je les admire parce qu'ils racontent n'importe quoi et sans savoir. Je crains que personne... Alors, il y a peut-être des modèles économiques et tout, mais il y a tellement de facteurs étrangers, internes. Non, moi, en tout cas, à ma modeste personne, n'est pas capable de faire une prévision. J'espère que ça durera pas longtemps. Un grand merci, William Nahum. Merci à vous.